1/5 of the Jackson 5. Michael Jackson. Je pense que si je commençais cette vidéo en vous disant que Michael Jackson a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans avec ses frères dans le groupe les Jackson 5, je suis convaincu que je ne vous apprendrai absolument rien. Ne zappe pas! Peut-être que là où je vais vous apprendre quelque chose dans cette vidéo, c'est que au travers de sa carrière avec les Jackson 5 au sein du label Motown, Michael Jackson enregistrera 4 albums solo. Combien? Off the Wall étant souvent considéré comme le premier album authentique de Michael Jackson, il faut savoir que la carrière solo de Michael Jackson débutera réellement en 1972. Again, ladies and gentlemen, Mr. Michael Jackson. Et c'est au travers de cette vidéo que je vous propose d'aller explorer les 4 premiers albums solo de Michael Jackson. Combien? Et nous irons explorer également les conflits qui commenceront à naître entre le patriarche de la famille Joe Jackson et le fondateur de la Motown, Berry Gordy. I think we're gonna work around to it again. Nous sommes en 1969 et les Jackson 5 réussissent une audition au sein du label Motown et seront retenus pour enregistrer leur premier album Diana Ross Presents the Jackson 5. Berry Gordy étant convaincu du succès de ces 5 jeunes garçons qui constituent pour la première fois un groupe de jeunes enfants afro-américains. Mais Berry Gordy va tout de même s'intéresser particulièrement au leader vocal du groupe, le petit Michael. Et il sent que tout l'aspect communicatif et tout l'aspect marketing doit tourner autour de ce jeune prodige déjà considéré à l'époque comme un Mozart ambulant. I think we're gonna work around to it again. Et Berry Gordy savait pertinemment que chaque leader vocal de chaque groupe qu'il produisait devait à un moment donné offrir un album solo. C'est évidemment l'ambition qu'il aura également pour Michael. Et lorsque Diana Ross mettra en avant les jeunes garçons au Hollywood Palace, elle présentera les frères de la manière suivante. Michael Jackson and the Jackson 5. Cependant, il faut savoir qu'en coulisses, même si Berry Gordy est sûr de sa stratégie commerciale, Joe Jackson ne voit absolument pas d'un bon œil le fait qu'on décline Michael de ses frères et tient absolument à rappeler que Michael fait bien partie des Jackson 5 et que les Jackson 5 ne sont pas là pour habiller le jeune prodige. Berry Gordy comprenait qu'il serait extrêmement difficile de proposer des projets solo à Michael. Car il ne faut pas oublier une chose, malgré la décision des artistes, des producteurs, des arrangeurs, des maisons de disques, n'oubliez pas qu'il y a un facteur essentiel qui est finalement le réel décideur, c'est le public. Et force est de constater que le public idolâtre Michael bien plus que les autres frères. Mais d'une certaine manière, il est assez naturel que le public se mette à idolâtrer particulièrement le chanteur d'un groupe plutôt que ses musiciens. Et le constat est là, car même si chaque membre du clan Jackson a trouvé sa place au sein du groupe et du public, et ne pouvait faire comme si l'attention des spectateurs ne tournait pas toujours autour du jeune garçon de 10 ans au talent indéniable et à la maturité artistique percutante. Et même sur les plateaux TV, on peut constater que chaque présentateur s'orientait directement vers Michael pour lui poser plein de questions quand il posait seulement une seule question au reste du groupe. Mais Berry Gordy va tout de même jouer la prudence car il ne voulait pas chambouler Michael et ne voulait surtout pas le détacher de ses frères car il savait que Michael avait tout de même besoin de ce cadre jacksonien pour pouvoir au mieux distiller ce talent. Mais une des raisons pour lesquelles Berry Gordy voudra tout de même pousser Michael en solo, c'est qu'il voyait son concurrent principal, la MGM Records, lancer un jeune groupe américain nommé The Osmonds, et le groupe The Osmonds voyait déjà entamer la carrière solo de son jeune artiste, Donny Osmond. Il n'en fallait pas plus pour Berry Gordy. C'était décidé, Michael allait enregistrer son premier album. Berry Gordy fera appel à Al Davis pour concocter un album qui soit cousu sur mesure pour Michael Jackson. Il proposera donc des reprises relativement difficiles à chanter pour impressionner ses pairs, telles que la chanson Ain't No Sunshine de Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ou encore une de mes préférées, la chanson We've Got a Friend de Carole King. Good to know you got a friend. Ain't it good
Cet album construit sur mesure proposera également ses titres originaux tels que le titre éponyme de l'album Got to Be There. Le titre Rocking Robin se fera également remarquer. Et l'album aura également la présence d'une de mes chansons préférées de la carrière solo de Michael chez Motown, I Wanna Be Where You Are. Jim Britt sera contacté pour faire le shooting de la pochette de l'album et réussira à capter l'essence de la maturité de Michael, sachant que le simple visage du jeune garçon n'avait pas besoin de plus, son aura se suffisant et ne ressentant pas l'absence des frères Jackson sur l'opus. Un accessoire dénote également de la pochette de l'album, il s'agit de la casquette qu'arbore Michael dessus. Un accessoire d'ailleurs qu'il affectionnait particulièrement et il proposera d'ailleurs au road manager lors de la tournée des Jackson 5 et à l'interprétation du titre Got to Be There de porter cette casquette sur scène. Le manager en question lui rétorquera que cette idée était tout bonnement ridicule. That's ridiculous. Michael pensait que le public serait enthousiasmé de le voir porter cette fameuse casquette qui était toute la symbolique de son premier album solo. Et cela créera en Michael Jackson ses premières frustrations artistiques, comprenant que à ce moment-là, il ne pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire, ne pouvait pas écouter son ressenti, ne pouvait pas écouter ses intuitions artistiques, chose qu'il fera évidemment bien plus tard. Ça y est, l'album Got to Be There était prêt. Et Berry Gordy ne voulait absolument pas offenser Joe Jackson en proposant cet opus. C'est pourquoi il décidera de sortir l'album quelques temps après la diffusion du premier dessin animé qui mettait en avant les Jackson 5. Cela permettait d'avoir deux produits libellés Jackson 5 et libellé Michael Jackson, et ne mettant pas seulement Michael Jackson en avant sur cette période. Michael Jackson gardera un très bon souvenir de l'enregistrement de cet album et le considère comme l'un de ses préférés de sa carrière. Et c'est à la sortie de cet opus que Michael sera affublé de son premier surnom, le Petit Prince de la Soul. Car l'album sera un véritable succès comparable à celui des Jackson 5. Il s'écoulera à 1,6 million d'exemplaires. Il était donc logique que Berry Gordy oriente Michael vers un deuxième album solo, seulement cela se fera peut-être un petit peu trop vite car ce deuxième opus sortira que 6 mois après Got to Be There. Nous allons parler tout de suite de l'album Ben. D'abord, recontextualisons la construction de cet album. Masqué derrière une volonté de conquérir le 7e art, Berry Gordy met légèrement de côté le label pour s'attaquer aux productions de films et pouvoir mettre en avant des acteurs noirs encore trop absents des cérémonies de récompense. C'est dans ce contexte que Berry Gordy se verra offert la possibilité de réaliser la bande originale du film Ben, suite directe du film Willard, sorti en 1972. Ben and his army of rats. Et toujours dans un souci de concurrencer la MGM vis-à-vis du groupe The Osmonds, Berry Gordy décidera d'offrir la chanson éponyme à Michael Jackson. Pour l'anecdote, Donny Osmond avait été envisagé pour interpréter le titre Ben. Lui et Michael discutaient souvent du fait d'avoir chacun une chanson qui parlait d'animaux, lui d'un chiot et Michael d'un rat. Et pour accompagner ce titre, Michael Jackson enregistrera d'autres chansons pour concocter un album complet. Complet. Berry Gordy se retrouvera donc pris par le temps. D'un côté, il devait pouvoir proposer un album entier, mais devait pouvoir sortir l'opus en même temps que la sortie cinéma du film Ben. C'est pourquoi cet album se fera à la hâte et sera souvent considéré par le public comme un album assez décousu. Reprenant carrément une des chansons déjà éditées sur l'album Got to Be There, le titre In a Small Way. Proposant de légers adlibs supplémentaires au tout début de la chanson. De plus, l'album se fait dans un contexte où la Motown a de gros enjeux. Pour pouvoir se démarquer de la concurrence, ils doivent assumer face à Joe Jackson qui n'aime pas voir ses garçons décousus sur des projets solos, même s'il a accepté Got to Be There étant donné que Berry Gordy offrira également des projets solos à Jermaine Jackson et Jackie Jackson. Et le timing restait toujours serré pour la sortie de l'album, car le single devait pouvoir sortir le 23 juin 1972, date de sortie du film. C'est pourquoi Berry Gordy enverra dans un premier temps un single promotionnel à toutes les radios pour pouvoir diffuser le titre 15 jours après la sortie du film.
Mais là, ce sera malheureusement la douche froide, car le film Ben est un échec total, que ce soit d'un aspect critique, mais également d'un aspect financier. Cependant, la chanson Ben obtiendra tout de même en 1973 un disque d'or. Michael Jackson garde un excellent souvenir de cette expérience, ayant touché le cinéma de près pour la première fois et lui donnera un intérêt fort pour le 7e art. Il avait d'ailleurs déclaré dans son autobiographie Moonwalk « C'était terriblement excitant d'aller au studio pour mettre ma voix sur la bande-son. Plus tard, quand le film est sorti, j'allais souvent le voir au cinéma. Et j'attendais le générique du film pour voir mon nom, Michael Jackson, Ben. Ça m'impressionnait beaucoup, j'aimais cette histoire. » Malgré les mauvaises critiques et son côté horrifique, Michael Jackson était très attaché à ce film et particulièrement à cette histoire d'amitié entre le rat Ben et ce jeune garçon. Michael aimait énormément les animaux et a toujours été fasciné par l'interaction entre les bêtes et les enfants. C'est pourquoi d'ailleurs en 1993, il s'intéressera au projet Sauver Willy dont il signera la soundtrack, avec le titre Will You Be There. Jim Britt signera de nouveau la pochette de l'album, qui aura une première version reprenant l'affiche du film Ben, mêlant la photo de Michael en arrière-plan. Mais cette pochette étant considérée comme trop horrifique pour les enfants, ils proposeront un nouveau visuel en gommant totalement la présence des rats. Ce qui donnait l'impression que l'album Ben était tout simplement un album à part entière et n'était pas forcément associé au film. La version présente sur l'album étant en réalité une alternative de la version qui est présente dans le générique de fin. La chanson Ben aura droit à une nomination à la 45e cérémonie des Oscars, mais ne gagnera aucune statuette. Et quelques semaines plus tard, Michael Jackson enchaînera directement avec son 3e album dont on va parler tout de suite, Music and Me. Al Davis reprend du service à la production de cet album et il sortira en pleine promotion de l'album des Jackson 5, Skywriter. Music and Me est perçu donc comme une sorte de bonus pour les fans en plus du nouvel album des Jackson 5. Et il faut savoir que l'album se construisit toujours dans un contexte de conquête du 7e art pour Berry Gordy. Michael y interprète la chanson Happy tirée du film Sing the Lady Blues, biopic dédié à Billie Holiday dont Diana Ross tient le rôle titre et elle aura d'ailleurs une nomination aux Oscars. Diana Ross and Lady Sings the Blues. Mais à travers l'album, on sent littéralement que Berry Gordy surfe sur la thématique des comédies musicales, où Michael interprétera des chansons qu'on lui offrira de manière quasi biographique, plus d'autres morceaux où il interprète littéralement des personnages tels que le morceau Johnny Raven. Et sur la partie biographique, c'est sans nul doute le titre With the Child's Heart qui évoquera le plus le côté jeunesse de Michael. D'ailleurs, le titre sera le seul de l'album à avoir le droit à une sortie single. On notera également la présence du titre Too Young, une reprise de l'artiste Nat King Cole, qui a d'ailleurs également été repris par Danny Osmond par la MGM Records. Et oui, toujours cette rivalité pesante entre les maisons de disques, sachant que Michael et Donny s'en amusaient plutôt. Yeah, well that's the beginning of it, yeah. Because we both sing with the group. Well, you're on the right track. Et une fois de plus, Jim Britt reviendra pour illustrer la pochette de l'album, offrant pour l'unique fois de sa carrière un Michael Jackson en compagnie d'un instrument de musique entre les mains. Une pochette intimiste qui suggère que Michael interprète les ballades de l'album pour son propre plaisir. Et nous allons maintenant faire un bond directement en 1975 pour parler du 4e et dernier album solo de Michael Jackson chez la Motown, l'opus Forever Michael. À la base, l'album était prévu pour sortir une année plus tôt en 1974. Cependant, à ce moment-là, les Jackson 5 surfaient sur le succès de leur nouvel album Dancing Machine, qui avait relancé justement la machine Jackson 5. Et pour ce 4e opus, Berry Gordy ne s'impliquera pas du tout dans la production de l'album, ou en tout cas de loin. Toujours concentré sur sa conquête du 7e art, il laissera ça au producteur en chef de la maison. Et au-delà de ça, Michael Jackson sera confronté à une difficulté pour enregistrer l'album.
c'est tout simplement le changement de sa voix. Wyndham, je fais des voix. Car même si ce changement reste naturel et une étape de la puberté, elle obligera les compositeurs à adapter leurs morceaux sur la nouvelle intonation de la voix de Michael. Chose à laquelle il commençait déjà à être confronté sur l'album Get It Together et Dancing Machine. Et paradoxalement, les producteurs ne veulent pas encore confronter Michael Jackson à des morceaux trop adultes. Déjà parce que la fanbase des Jackson 5 était très attachée au jeune Michael, mais en plus ils ne le considéraient de toute façon pas encore assez mûr pour des morceaux trop difficiles. C'est pourquoi ils écriront un album qui existera dans cette espèce de zone de flou artistique entre la jeunesse de Michael et son passage à l'âge adulte. Tu es un adulte. Al Davis fera de nouveau partie de l'équipe de production et proposera 4 titres, dont un particulier nommé Dear Michael, qui est sûrement le seul morceau de la carrière de Michael Jackson où Michael Jackson prononce son propre prénom. Une chanson qui est finalement le récit d'une lettre fictive qu'aurait envoyée une admiratrice à Michael. Brian et Edward Holland seront également appelés par Berry Gordy malgré quelques conflits qui existaient entre eux pour une histoire de royalties impayées et proposeront 3 titres à Michael Jackson. Combien ? La chanson qui ouvrira l'album We're Almost There, le morceau Take Me Back et un des morceaux les plus populaires de l'époque, Just a Little Bit of You. Mais personnellement, je trouve que la meilleure chanson de cet album est le titre We've Got Forever. La chanson vient sublimer cet opus où Elliot Wilinski revient à l'écriture après le succès de la première chanson solo de Michael, Got to Be There. Mais pour cette fois-ci, l'album sera loin de battre des records, sortant dans un contexte assez particulier. I guess you say that, yeah. En effet, l'album verra le jour au moment où les Jackson 5 avaient annoncé à Berry Gordy qu'ils avaient décidé de quitter la Motown pour rejoindre CBS. Mais à la limite, si vous voulez plus d'informations sur le conflit entre les Jackson 5 et la Motown, une vidéo totalement dédiée est disponible juste ici. We do another one of the songs from this album. Sure. Pour conclure, les albums solo de Michael Jackson chez Motown lui offrent l'opportunité de constater qu'il a la possibilité d'exister à côté des Jackson 5, sans pour autant les oublier. Il permettra également à Michael Jackson de pouvoir collaborer avec d'autres artistes autres que sa famille, même s'il restera encadré par le patriarche du clan, qui préférera toujours voir ses 5 fils réunis plutôt que dispatchés dans des projets solo. Chose d'ailleurs qui sera la base de l'existence de l'album des Jackson Victory, dont la vidéo est disponible juste ici. Toujours est-il que Michael Jackson comprenait qu'il avait les capacités en lui de pouvoir se débrouiller totalement seul. D'ailleurs, la mère de Michael disait souvent, effectivement, Michael n'a pas besoin de ses frères, mais ses frères ont besoin de lui. J'aime penser que c'est l'expérience de ces 4 albums solo qui lui donneront la volonté et l'énergie d'oser se lancer dans un projet solo lorsqu'ils seront chez CBS. Je parle évidemment de l'album Off the Wall. Et encore une fois, la vidéo sur Off the Wall est disponible juste ici. Voilà, c'est grosso modo tout ce que j'avais à vous raconter à propos des 4 albums solo chez Motown de Michael Jackson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi ce que vous pensez de ces 4 albums. Je vous remercie encore énormément pour votre soutien. La chaîne continue de grandir de jour en jour grâce à vos likes, grâce à vos partages et grâce à vos commentaires. Et je remercie particulièrement tous les gens qui sont devenus membres de la chaîne et qui ont aujourd'hui accès à du contenu en avant-première. Sur ces bonnes paroles, si vous êtes tout nouveau et que vous passez par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ou celles déjà existantes. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis.